Le 8 juillet 2014, Israël lançait l'opération Bordure protectrice contre la bande de Gaza, sa troisième offensive militaire en moins de 6 ans. Durant ce conflit qui a duré 51 jours, 2251 Palestiniens ont été tués, dont 551 enfants, plus de 10 000 blessés. Côté israélien, 73 personnes ont été tuées, dont 67 soldats. Durant le conflit, les forces israéliennes ont tiré des dizaines de milliers d'obus sur des zones résidentielles. Les frappes aériennes ont atteint des habitations, des écoles, des hôpitaux et des professionnels de la santé. Depuis la fin des combats en août dernier, le cessez-le-feu a été respecté, mais les stigmates du conflit sont toujours présents. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont accusé Israël de crimes de guerre pour avoir utilisé une force indiscriminée contre les civils et des bâtiments civils, parfois même l'ONU. Gallagher Fenwick. Quartier de Shajaya, à l'est de Gaza. Ces images de dévastation sont devenues le symbole de la guerre entre Israël et l'enclave palestinienne à l'été 2014. Au plus fort de l'opération Bordure protectrice, l'État hébreu a littéralement fait pleuvoir ses projectiles sur ses habitations. Certaines ont été réduites à l'état de poussière, d'autres sévèrement endommagées. Selon l'ONU, sur les quelques 10 000 maisons totalement détruites, pas une seule n'a été reconstruite à ce jour. C'est là que nous retrouvons Samir Etesh. Il nous emmène au dernier étage de cet immeuble, voir ce qu'il reste de son appartement. Un missile tiré par un F-16 a traversé notre toit. Il est tombé ici et n'a pas explosé. Israël est à moins de 3 kilomètres. Des combattants palestiniens se sont positionnés par ici pendant les affrontements avec Tsahal. Ce père de 4 enfants dit qu'il a reçu un appel des services israéliens, le prévenant de l'imminence d'une frappe contre son logement. Quelques minutes à peine pour évacuer l'essentiel. Là, il y avait notre chambre. Comme vous le voyez, toutes nos affaires sont encore ici. Nous n'avons rien pu sauver. Même nos habits et ceux de nos enfants sont enfouis sous les débris. Nous n'avons pas eu le temps de les sortir d'ici. Officiellement, l'opération Bordure protectrice devait servir à mettre fin aux tirs de roquettes depuis Gaza. Elle a duré 50 jours et fait plus de 2000 morts palestiniens, d'après les Nations Unies. Elle a également provoqué le déplacement de centaines de milliers d'habitants à l'intérieur de l'enclave. Samir et sa famille ont élu domicile dans l'une des rares pièces qui tient encore debout, dans ce bâtiment. Ces murs sont fissurés. Ils menacent de s'effondrer à tout instant. Regardez mes enfants. Ils se sont fait dévorer par les moustiques. Regardez ces bras. Dans beaucoup de foyers, le système D devient la règle. Ici, pendant que la sœur fait le pain, la grand-mère garde jalousement les quelques sacs de farine distribués par l'aide internationale. La vie de cette famille était modeste avant la guerre. Elle est désormais misérable. Les perspectives d'avenir paraissent bien sombres. La colère s'installe. Je jure devant Dieu que notre vie est devenue un enfer. Du point de vue de la situation de notre pays, de l'économie, du moral des gens ou de l'électricité, on ne peut pas parler de vie à Gaza. Gaza est devenue une cage petite et étouffante. On serait mieux en prison. Au moins en prison, il y a quelqu'un qui t'amène à boire, à manger tous les jours. Tu as un toit. Tandis qu'à Gaza, ces jours-ci, tu peux mourir de faim dans la rue sans que personne ne s'en préoccupe. À la fin de la guerre, les islamistes du Hamas qui contrôlent Gaza ont crié victoire. Ils ont promis la levée du blocus, l'ouverture d'un nouveau port et d'autres améliorations pour les habitants de l'enclave. Rien de tout cela n'est advenu. Gaza reste fermée, peu d'entrées, peu de sorties, que ce soit pour les voyageurs ou les marchandises. Les besoins en matière de reconstruction sont immenses, mais les moyens manquent. Cela affecte même les plus fortunés, comme l'entrepreneur Wael Selmi. Il est promoteur immobilier et possède plusieurs complexes à Gaza. Même s'il n'était pas directement visé, son chantier n'a pas été complètement épargné. Quand ils ont bombardé l'immeuble d'à côté, ça a fait exploser 3 étages chez moi. Du coup, j'ai dû tout reconstruire. Wael ajoute que la destruction du bâtiment voisin n'est pas très bonne pour son commerce.
Quand mes acheteurs potentiels voient ça, ils ont peur. Ils veulent acheter dans un endroit sûr et pas être à proximité de lieux ciblés. Et puis tous ces débris, ça m'empêche de conclure avec eux. Le matériau indispensable à toute construction est celui que tout le monde cherche à Gaza. Le voici, le ciment. Une denrée aussi essentielle que rare dans ce territoire. Ces ouvriers sont les seuls qui restent. J'essaye de montrer que les gens continuent à travailler chez moi. On doit mettre le marbre sur la façade, mais il nous reste que 3 sacs de ciment. Après ça, ce sera le chômage technique. Le point de passage des marchandises est fermé, donc on est coincé. L'homme d'affaires nous raconte qu'il perd 3 000 $ par jour depuis la guerre. Une catastrophe financière qui met en péril son commerce. Pour attirer des clients prêts à investir, il faut leur montrer que le chantier progresse. Ces journées se transforment alors en course au ciment à travers la bande de Gaza. Et c'est souvent au marché noir qu'il est obligé de s'approvisionner. Ça, c'est l'agrégat qu'ils ont fait après avoir pilé les briques des maisons détruites pendant la guerre. Ils ont cet agrégat, ils ont du sable, mais pas de ciment. C'est ça le problème. Il y a bien quelques sacs ici, mais même si l'homme d'affaires est prêt à payer 3 fois ce qu'il débourse habituellement pour du ciment, le gérant des lieux ne cédera pas. Ici, ils ont du ciment. Mais il est réservé aux gens du gouvernement. Ils disent que c'est pour les écoles. Pour les chantiers privés comme le mien, il n'y a rien. Le gérant me dit qu'il peut m'en avoir dans 2 mois. Tout ça, c'est pour les projets du secteur public, mais pas pour les gens comme nous. Autant de problèmes liés au blocus, aux conséquences de la dernière guerre, et qui font que l'économie gazaoui est proche de l'effondrement selon la Banque mondiale. L'institution affirme que le taux de chômage dans l'enclave est désormais de 43%, le plus fort au monde. L'ONU ajoute que plus de 80% de la population est dépendante de l'aide humanitaire. Un chiffre confirmé par Arwam Hanna. Elle travaille pour l'ONG Oxfam. Ce jour-là, elle accompagne une famille au supermarché. Vous venez ici toutes les semaines, vous choisissez quoi? J'ai pris de l'huile, du thym, des produits laitiers, des lentilles et du riz, ça dépend. Aucun argent n'est déboursé. La mère de famille présente simplement sa pièce d'identité ainsi qu'un coupon remis par l'ONG. Une aide cruciale. Ce système fait désormais partie de notre vie. On ne pourrait pas survivre sans ça. La travailleuse humanitaire part ensuite constater les conditions de vie de ses bénéficiaires. Pas d'électricité, pas d'eau courante, un niveau d'insalubrité dangereux pour les résidents de cet abri de fortune. Comme dans l'ensemble de Gaza, ici l'infrastructure sanitaire est défaillante. Ses habitants sont convaincus que l'enclave n'est pas au bout de ses peines pour autant. À ce stade, on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle guerre. On vit dans la peur, on sent que ça va arriver à nouveau. Elle est un exemple de la souffrance endurée par les habitants de Gaza. Elle a un besoin bien plus important et fondamental que la nourriture et l'eau potable. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin d'être sûre que sa maison ne sera pas détruite à nouveau, que sa famille ne va pas traverser ça une nouvelle fois. Et c'est ça que nous demandons. La fin de ces souffrances, la levée du blocus et l'établissement d'un cessez-le-feu durable qui garantira la sécurité des habitants de Gaza. Échapper à ces discours, au conflit, être à Gaza sans y être. C'est la démarche d'une jeune artiste photographe qui nous invite dans son antre. Elle vit recluse dans un appartement perché dans les hauteurs de l'un des nombreux immeubles que contient l'enclave. Nida Badouane s'est volontairement enfermée dans cette pièce pendant 15 mois. Elle y a créé son propre univers à base d'objets récupérés et de couleurs.
Dans cette chambre, j'ai créé un monde différent, loin du monde réel. Ça me permet de vivre dans un univers de couleurs, parce que dehors, à Gaza, tout est gris et effrayant. Un désir d'enfermement né d'une interaction malheureuse avec la police du Hamas dans une rue de Gaza. Les officiers lui reprochent sa tenue, son manque de pudeur, parce qu'elle porte une salopette et un bonnet. Dans ce territoire où il n'y a ni galerie, ni cinéma, il y a peu de place pour les artistes. Je n'ai pas trop envie de parler de ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'artiste et artiste femme, je les dérange. N'importe quel artiste à Gaza est mal accepté. Il n'y a pas de liberté. De cet isolement sont nés 14 autoportraits qu'elle a produits dans le cadre d'une série. Elle l'a intitulé « 100 jours de solitude ». 2, 3 semaines, un mois. Ça dépend, mais ça peut me prendre 2 mois pour faire la plus simple des photos. Car ce que je recherche, c'est la lumière parfaite. Elle n'entre que par une fenêtre dans cette pièce. Quand je veux qu'elle illumine juste cette partie du mur, ce n'est possible qu'au milieu de l'hiver, qu'en janvier. Aujourd'hui, les œuvres de Nida Badouane voyagent en Cisjordanie et ailleurs dans le monde. L'artiste, elle, ne peut pas sortir de Gaza. Les Israéliens ne lui accordent pas de permis et le point de passage avec l'Égypte est fermé. Aujourd'hui, c'est le vernissage de mon exposition à Bethléem. Je n'ai pas eu le droit de quitter Gaza car on m'a à nouveau refusé un permis. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'arrête de parler, sinon je vais pleurer. Je suis comme ça. Je ne peux pas vivre sans art. Je ne peux rien y faire, je ne peux pas me changer. Je n'ai rien d'autre à dire. S'il vous plaît, éteignez votre caméra. Je veux arrêter. À ce jour, les photos de Nida n'ont pas été exposées à Gaza. De retour à Shajaya, nous rejoignons Samir, le père de famille. Comme les autres, il n'a pas ou plus de travail. Alors pour occuper le temps, lui et ses amis fument le narguilé en parlant de Gaza et de leur avenir. Si un jour on me donne l'opportunité de quitter Gaza, je ne la saisirai pas. Je ne partirai jamais. Il n'y a pas de pays plus beau que le mien. Même quand je quitte mon quartier, ma ville, juste pour aller dans le centre de Gaza, au bout d'1 heure, j'ai déjà envie de rentrer chez moi, de retrouver ma maison et mon quartier. Je veux rester avec ceux aux côtés desquels nous avons résisté. Je veux être près de ma famille, de mes amis, de mes voisins. Je partage trop de souvenirs avec eux. Moi, je vous parle de notre situation. Elle est insoutenable. Ces gouvernements sont devenus la source de nos malheurs. Ils s'affrontent. On est pris en étau. C'est nous qui en payons le prix. Tout ça se fait sur notre dos, pour nous voler. Tout le monde le voit. Moi et mon ami, nous avons le même but. Nous voulons la tranquillité d'esprit. On a le même but au final. On veut vivre. On veut la justice et être tranquille. Un an après bordure protectrice, les tirs sporadiques de roquettes ont repris. L'aviation israélienne riposte. Sans amélioration immédiate de l'infrastructure sanitaire et dans d'autres secteurs clés, les Nations Unies affirment que Gaza ne sera plus vivable d'ici 2020.
Un an après la guerre, le Hamas, comme Israël, se refuse à écarter de leur discours un nouveau recours à la force. Mais le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza depuis 2007 est actuellement engagé dans des contacts indirects avec Israël. Objectif, tenter de parvenir à une trêve de longue durée en échange d'une levée du blocus. Un blocus qui étouffe les 1,8 million de Palestiniens entassés dans ce territoire exigu. Et si le blocus n'était pas levé, le Hamas a prévenu qu'il tiendrait l'autorité palestinienne pour responsable. Le camp de Mahmoud Abbas refuse pour l'heure de rompre la coopération sécuritaire avec Israël. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause.